Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et on s'intéresse maintenant au marché immobilier. Je vous le disais en introduction tout à l'heure, Stéphane Descartiers nous accompagne pour SD Conseil et Formation. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Stéphane Descartiers, quand on s'est mis d'accord, m'a écrit un petit mot en me disant « C'est mort pour la location de courte durée ». Donc voilà, on va titrer « C'est mort pour la location de courte durée ». Bon, ça veut dire que voilà, tout ce qui est nouvelles mesures de décence énergétique, le meublé, tout ça, enfin bref, faut oublier. Oui, enfin effectivement, on peut dire que la location courte durée, le Airbnb, etc., on prend un gros coup dans l'aile et quasiment ça va devenir impossible, n'ayons pas peur des mots, en tout cas sur les zones tendues. Bon, ce qui peut tout à fait se comprendre, parce que c'est vrai que la location courte durée enlève du parc locatif à l'année, etc. Et puis, il y a certains secteurs, le Pays Basque, la Bretagne, etc., où ça enlève déjà sur de la tension qui existe, déjà. Donc, ce sont des logements qui échappent à la location longue durée et qui deviennent en courte durée, parce que ça rapporte plus, effectivement, aux propriétaires. Il y avait une fiscalité qui était plus avantageuse. Donc, il y a une loi donc soutenue par Madame Lemeur, donc qui est passée. Ça a été voté. A priori, ça ne bougera plus. Donc, avec quand même quelques nouvelles mesures qui vont, pour le coup, vraiment freiner et rendre quasiment impossible dans plein de secteurs. Donc, la location courte durée. Donc, la première chose, on le savait, ça avait déjà été annoncé. Donc, c'est une obligation de décence énergétique. Vous le savez, donc de la même façon, donc les F, donc les G notamment, qui vont être interdits dans un mois, quand même là. Parce que jusqu'à présent, effectivement, le régime commun prévoyait tout ça, mais pas pour la location courte durée. Là, pour le coup, abracadabrantesque, comme on dit Chirac. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'on se pose quand même la question. Ça soulève quand même beaucoup de questions, notamment parce que vous avez des biens de caractère pour louer dans des week-ends. Donc, par exemple, on oublie la ferme en pierre dans le Jura avec la cheminée, c'est terminé. La bergerie en Corse, c'est terminé. La cabane de pêcheurs dans les Calanques de Marseille, c'est terminé. Donc ça, ce seront effectivement des biens sur lesquels on passait des week-ends comme ça, entre amis, etc. C'est terminé a priori, si la loi est appliquée clairement. Donc c'est quand même des biens un petit peu qui avaient du cachet, qui avaient quand même du charme. Au 1er janvier, on ne pourra plus les louer, y compris en courte durée. Ou alors, faut les recouvrir de polystyrène, quoi. Voilà, donc couvrir les murs en pierre, en polystyrène. Après, la pierre ne respire plus. Enfin, c'est épouvantable. Donc là, on s'attend quand même à des choses quand même un peu compliquées. Donc ça, déjà, d'accord. Alors ensuite, la réduction du nombre de jours. Vous savez que pour votre résidence principale, vous pouvez louer jusqu'à 120 jours par an. Donc ça va passer à 90 jours. En tout cas, tous les maires auront la possibilité de ramener à 90 jours. Bon, ça concerne la résidence principale. Mais par contre, la troisième mesure qui, là, pour le coup, va sortir énormément d'appartements, de maisons du parc locatif, et surtout d'appartements, c'est le fait que les assemblées générales auront la possibilité de voter l'exclusion, l'interdiction, donc de faire de la location courte durée dans l'immeuble. Jusqu'à maintenant, il fallait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il fallait 100% des propriétaires qui disent on interdit le Airbnb, la location de courte durée dans l'immeuble. Celui qui... celui qui il n'allait pas se tirer une balle dans le cul. Celui qui avait son Airbnb, effectivement, il disait non, moi ça m'intéresse pas, moi je veux pas. Là, ça va être aux 2/3. Simplement. Donc les 2/3, ils vont être facilement... 2/3 de jaloux qui vont se dire j'en ai marre que l'autre il paye ses vacances. Voilà, tout à fait. Non, mais surtout il faut le reconnaître aussi. Non, mais oui, bien sûr. La location courte durée dans un immeuble quand vous avez des groupes de touristes qui vont faire du bruit, qui vont faire la fête, etc. Donc tous les voisins peuvent être un petit peu parfois embêtés pour pas dire plus. Donc là, on est à peu près sûr aussi que beaucoup de copropriétés vont voter l'interdiction. Donc ça, je pense que ça va faire partie des coups d'arrêt à la location courte durée. On n'en doute pas. Et puis enfin et surtout, au moins en équivalence avec cette dernière mesure, c'est donc la fin des avantages fiscaux aussi de la location courte durée, avec notamment, vous savez qu'on avait un abattement de 50%. Quand on ne fonctionnait pas au réel, on prenait l'abattement donc qui était de 50%, donc qui était pas mal, voire 71% pour les biens classés. Donc maintenant, ça tombe à 30%. D'abattement seulement, donc comme le micro-foncier. Ouais. Mais là, c'est pas que la location de courte durée, c'est carrément le meublé qui prend du poids. Oui, alors, c'est pas sûr. Pour le meublé à l'année, c'est pas sûr. Peut-être qu'on resterait quand même à 50%. Mais enfin, en tout cas, pour la location courte durée,
C'est sûr, enfin c'est sûr. Si tant est qu'on puisse être sûr de quelque chose en ces temps d'instabilité politique qui sont quand même un petit peu complexes. Mais enfin, en tout cas, effectivement, ce qui a été voté pour l'instant avec la loi Le Meur, c'est ça. C'est-à-dire que on passe à 30% d'abattement. Et pour ceux qui fonctionnent au réel, donc qui pratiquent les amortissements, ça c'est un très gros coup dur aussi. Ces amortissements seront décomptés à la vente pour la plus-value. C'est-à-dire ce que vous avez amorti, il faudra le retirer du calcul, de l'assiette de calcul quand vous passerez à la plus-value, si vous vous séparez du bien au bout de 10 ans, 20 ans, etc. Donc en gros, ce que vous avez gagné pendant l'exploitation de votre... voilà, vous le perdez à la sortie. Donc, moins d'avantages fiscaux, beaucoup plus d'interdictions. Donc c'est clair que le Airbnb, enfin la location courte durée, ça va se réduire comme peau de chagrin. Bon, c'était la volonté, mais effectivement, ça va marcher. Ça, c'est sûr, ça va marcher. Un petit mot quand même, une fois qu'on découle de tout ça, d'un terme qu'on entend depuis plusieurs longues années, c'est celui de statut du bailleur privé. On l'annonce, on l'espère, puis on l'oublie, on nous le resserre, etc. Pourquoi est-ce que ça veut pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça tarde à arriver? Est-ce que ça pourrait vraiment aider les propriétaires? Enfin, voilà, comment on doit l'appréhender Pourquoi est-ce que ça marche pas, Cédric? Pour l'argent. Ça ne marche pas pour l'argent. Le nerf de la guerre. Parce qu'effectivement, les revenus fonciers, vous le savez, ils sont traités à la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux à 17,2. Donc on est vite sur des montants d'impôts très élevés. Donc les recettes liées aux revenus fonciers sont quand même très importantes et on cherche de l'argent de partout. On n'arrive pas à boucler un budget. Donc j'ai bien peur que ce statut du bailleur privé qu'on nous promet depuis des années, moi ça fait 20 ans que j'en entends parler. Donc j'ai bien peur que malgré les annonces de notre ministre Madame Létard qui dit on va remettre ça sur le tapis, mais le précédent ministre l'avait dit, celui d'avant l'avait dit, et puis rien n'est arrivé. Je ne sais pas si c'est effectivement au moment où on cherche de l'argent et où on gratte les fonds de tiroir pour boucler les budgets qu'on va y arriver. Mais surtout, ce qui est quand même assez étonnant, c'est de voir notamment sur le rapport de Madame Le Meur, qui était quand même très intéressant parce qu'il faisait justement une comparaison entre la location nue et la location meublée. Et sur ce rapport, ce qui était quand même assez flagrant, c'est que la location nue est une impasse, puisque alors particulièrement sur les zones tendues, et on pourrait le résumer par 3 chiffres. Le rendement est... le rendement, quand vous regardez sur les zones tendues, en location nue, je parle bien, quand vous regardez sur les zones tendues, par exemple à Paris ou à Lyon, et notamment toutes les villes qui encadrent les loyers, parce qu'en plus vous êtes pris dans un étau avec l'encadrement des loyers, le plafonnement des loyers d'un côté, et puis la fiscalité de l'autre. Regardez par exemple à Paris. En gros, le plafonnement des loyers va vous donner du 3% brut. Vous enlevez vos charges, votre taxe foncière, les charges de copro, etc. par propriétaire, vous tombez à 2%. Avant les impôts. Les impôts arrivent à partir de la tranche à 30%, plus prélèvements sociaux à 17,2, il vous reste à peine 1%. Alors si vous êtes à 41%, à 45%, c'est même pas 1%. Et si vous êtes à l'IFI, ça vous coûte de l'argent de louer. Du coup, ça vous coûte de l'argent de louer. Je le disais, vous êtes un des plus fins spécialistes de ce monde immobilier. Qu'est-ce qu'on fait quand on est propriétaire dans une zone tendue, du coup, aujourd'hui ? Si on veut, en location nue, la seule façon de s'en sortir, c'est des travaux. C'est de faire de gros travaux, puisque reste encore donc les possibilités de faire du déficit foncier, parce que vous savez que les gros travaux, on peut les déduire de ces revenus fonciers. Ça, on n'y a pas encore touché. Ça, on n'y a pas encore touché. Et a priori, on ne devrait pas y toucher, notamment avec le besoin de rénovation des passoires énergétiques et tutti quanti. A priori, ça ne devrait pas bouger. Et puis les travaux, c'est quand même bon pour tout le monde. C'est bon pour les locataires, c'est bon fiscalement pour les propriétaires, c'est bon pour les artisans, ça fait rentrer de la TVA. Les biens se rénovent, c'est bon pour la planète, enfin c'est bon pour tout le monde. Donc a priori, les travaux ne devraient pas être touchés. Par contre, en revanche, si vous avez un bien qui est en parfait état, faut le vendre. Bon, donc dans les solutions patrimoniales, il y a le déficit foncier. Le déficit foncier et quoi d'autre va continuer. Alors sinon, le meublé au réel, c'est-à-dire à l'amortissement à l'année, a priori, devrait continuer, même si, pour l'instant, dans les textes, il y aurait une reprise aussi des amortissements pour le calcul de la plus-value. Ça ne concernerait pas, a priori, les résidences-services, donc résidences étudiantes, EHPAD, etc. Et également... alors, pour l'instant, c'est les textes, mais il y avait eu un amendement qui avait été repris, puis dévoté, revoté, etc. Mais a priori...
on est un certain nombre à penser que l'allocation à l'année, c'est-à-dire si vous faites des baux 12 mois, un étudiant, etc., on ne devrait pas être concerné par la reprise des amortissements. Donc, le meublé à l'amortissement, ça reste quand même très favorable, puisque, globalement, entre vos intérêts d'emprunt, les amortissements, ça vous permet d'avoir quand même des revenus défiscalisés pendant un certain nombre d'années. Donc, le meublé à l'année, hors LCD qu'on vient de voir, devrait quand même rester assez intéressant. Mais d'une certaine façon, là, il faut aussi faire attention, parce que il faut, notamment tous ceux qui nous voient, nous regardent ou qui nous écoutent, il y a un phénomène qu'on connaît, c'est qu'aujourd'hui on a une pénurie locative qui est énorme, qui n'a effectivement jamais été aussi élevée quasiment qu'en ce moment. Je veux dire, si vous mettez un bien à la location à Paris, vous avez 600 demandes en 24 heures. C'est complètement fou. Mais Cédric, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Donc ça va... Parce que ça va forcément empirer, parce que en ce moment là, cette fin d'année 2024 et encore un peu 2025. On va avoir des livraisons de biens neufs qui ont été vendus il y a 2-3 ans, quand le marché était pas trop mauvais. Mais dans 2-3 ans, vu que la production de neuf est quasiment à l'arrêt aujourd'hui, qu'il y a de moins en moins de, notamment bailleurs, y compris dans l'ancien, puisque dans l'ancien, on est passé de 250 000 biens investisseurs à peine 100 000 cette année. Donc le neuf, on fait moins 60 et on va bientôt être à zéro. Et l'ancien, on fait moins 50, moins 60. Donc la pénurie va s'amplifier. Donc là, on va avoir effectivement une ultra pénurie, de la pénurie qui va se rajouter sur la pénurie. Bon. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on risque d'avoir une généralisation du plafonnement des loyers, parce que tout ce qui est rare est cher. Donc bien les sûr. Loyers vont exploser. Et du coup, tout le monde va être tenté d'utiliser cet outil-là. Tout le monde va être tenté, effectivement, de plafonner les loyers, sauf dans les villes où il y a une majorité de propriétaires. Pourquoi donc ? Parce que ça, on le voit par application simplement de la démocratie. Regardez les villes qui imposent aujourd'hui le plafonnement des loyers. C'est Paris, Lyon, Lille, Bordeaux. Ce sont des villes qui, plus ou moins, sont à 70% de locataires. Donc, quand un maire a la possibilité d'avantager 70% de ses administrés et qu'en plus, ça lui coûte pas un rond, il le fait. Il le fait. Oui. Tandis que dans une ville, il aurait tort de se priver. Parce que dans une ville, par exemple, comme Nice, où il y a presque 50% de propriétaires, il y a beaucoup moins de chances pour que ça arrive, parce que on est relativement bien équilibré. Et il y a des tas de villes, alors ce sont plutôt les périphéries plutôt bourgeoises, donc plutôt ouest des grandes métropoles, où là, on a des villes où on aura beaucoup moins de chances et de risques d'aller vers, effectivement, un plafonnement des loyers. Donc il faut privilégier, si on veut investir, ces tout à fait. villes-là. Et ça, ce sont des données qui sont connues. Vous regardez, vous avez des sites, il y a l'INSEE qui donne ses stats. Vous savez tout de suite si dans telle ville, Saint-Maur-des-Fossés, par exemple, il y a 70% de propriétaires. Donc là, vous êtes à peu près sûr, dans certaines villes, qu'il n'y aura jamais de plafonnement des loyers, tout simplement par application de la démocratie. Donc ça, c'est vraiment un facteur dont il faudra, parce que les loyers vont exploser. Ça, c'est le bon côté pour les bailleurs. Bien sûr. Les loyers vont considérablement exploser. Donc si on veut s'en prémunir, il faut regarder des villes où il y a une majorité de propriétaires. Juste pour terminer, parce que je peux pas vous laisser partir avec autant de constats et pas de solutions, vous avez 2-3 idées pour débloquer cette situation, pour rétablir peut-être l'équilibre, pour... Alors écoutez, moi je fais pas de politique, parce que c'est tellement compliqué. Non, mais faisons déjà de l'IMO. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, moi je trouve quand même assez injuste et assez terrible qu'on paye l'IFI, notamment c'est ce qui permet, c'est ce qui nous mêle pour notre bailleur de tout à l'heure avec l'IFI, on arrive à des rendements négatifs. Est-ce bien normal qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas d'ISF sur votre Lamborghini, sur votre Bugatti Veyron à 2 millions d'euros, sur votre yacht à 10 millions d'euros? Il n'y a pas d'ISF. Sur un bien que vous donnez à la location à un étudiant, vous payez de l'IFI. Là, il y a quand même un problème. Ouais. Enfin, d'un côté, effectivement, vous pavanez sur votre yacht ou dans votre Bugatti, vous n'avez pas d'IFI, vous n'avez pas d'ISF, et sur un bien que vous donnez à la location, en plus. Ouais. Encore sur son petit appartement, son hôtel particulier ou sa maison résidence secondaire, de payer l'IFI. Oui, pourquoi pas? Mais sur un bien qui est offert à la location, et offert, c'est le cas de le dire, quand ça vous coûte de l'argent. Là, je veux dire, au moins sur des biens qu'on offre à la location, qu'on n'ait pas d'IFI, et puis, si on peut appeler de nos voeux, on ne sait jamais,
qu'on ait enfin un statut du bailleur privé pour rééquilibrer la fiscalité entre le nu et le meublé. C'est vrai que le meublé est beaucoup mieux traité que le nu, donc il faudrait rééquilibrer ça. Mais là, pour l'instant, on prend plutôt la voie d'augmenter la fiscalité du meublé plutôt que de baisser celle du nu. Donc bon, on peut toujours rêver, mais peut-être que demain, on aura la possibilité, y compris en nu, d'amortir, en tout cas sur ce qu'on offre à la location, peut-être avec des plafonds de loyer, peut-être sous réserve d'avoir des locataires avec plafond de ressources, etc. Pourquoi pas, mais au moins offrir à des bailleurs qui vont mettre en bien la location un traitement fiscal qui soit moins effectivement confiscatoire qu'en nu, puisque comme vous le savez, 41% plus prélèvements sociaux, on est déjà à 60%, 58% et à 45%. On est à 62% d'impôts. Bon, bah, c'est trop. Je veux dire, voilà. Après, c'est de cette façon qu'on est passé de Paris. Paris, on avait 1 million de biens locatifs en 1950. On est passé à 600 000 dans les années 90. On est à 350 000 aujourd'hui. Et après, on a des écoles qui se vident et ceci. Mais voilà, parce que les gens ne sont pas masos, les propriétaires ne sont pas masos et ils savent compter. Merci beaucoup Stéphane de ce franc-parler, toujours plaisir. Très agréable à écouter. Stéphane Descartiers, donc SD Conseil et Formation dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.